Bonjour, donc avec cette vidéo qui va être assez longue, on va aborder le rapport qui a été remis par Mario Draghi à la Commission européenne. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Public Sénat, vous allez trouver un article sur le sujet. Et dans son rapport, vous cliquez sur le lien ici et vous allez arriver sur le rapport en question. Donc déjà, pour se commencer, ce qui est un véritable scandale, c'est que le rapport, bah, il est all in English in the text. Ce qui est absolument pas normal parce que c'est quand même les Européens qui payent ça. Donc je comprends pas pourquoi le rapport il est pas soit en français, soit en allemand, en tout cas dans une langue de l'Union européenne. Déjà ça c'est pas du tout normal. Donc on va étudier un peu, en fait il y a deux grands angles. On va voir peut-être sur certaines pages, sur certains passages de ce rapport, en fait il y a une description de l'inefficience et finalement de la catastrophe de l'Union européenne. Et deuxièmement, les implications très graves que ça peut avoir au niveau financier. Parce que mine de rien, ce qui est là-dedans, c'est carrément explosif. Ça devrait aussi faire la une des journaux. Donc là, on en a un très bon exemple, hein. L'Europe doit apprendre de ses erreurs qu'elle a fait pendant la phase d'hyperglobalisation et se préparer pour des changements futurs. Donc déjà, il reconnaît qu'en fait l'Europe a complètement, s'est complètement plantée pendant la phase de mondialisation. C'est pas hyper globalisation, faut pas exagérer, là, c'est un peu n'importe quoi, et préparer pour un changement futur. Donc, effectivement, des gens qui ont complètement raté 20 ans de mondialisation, en fait, ils vont réussir les 20 prochaines années. Mais qui peut croire à cette farce? Alors, outre le fait que euh, donc sur les réseaux sociaux, en fait, la chaîne, il y a expatriation voyage et j'aimerais bien que vous puissiez vous abonner beaucoup plus nombreux. L'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés pour que je puisse publier plus de vidéos, plus de contenu et avoir plus d'interactions. Donc, abonnez-vous. D'autre part, je viens tout juste de créer un compte Twitter, Crise 2024 à tendance plutôt investissement, donc pour les expatriés, hein, et tendance investissement, bourse, trading, immobilier, crypto, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans le domaine de l'investissement. Donc n'hésitez pas, la bourse, tout ça, à suivre en fait ce compte-là. Donc on va revenir maintenant au rapport. Donc on voit par exemple ici, on a décomposition du temps de travail euh, entre 2000 et 2019 pour les secteurs dans l'UE. Et on a une comparaison en fait entre l'Union européenne et les États-Unis. Et on va voir dans quel domaine on est bon dans l'Union européenne par rapport aux États-Unis. Donc ici, on a la différence, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ici, on a la différence entre les États-Unis, entre l'Union européenne et les États-Unis en termes de croissance. Donc tout ce qui est de ce côté-là, ça veut dire qu'on est inefficient, et tout ce qui est de ce côté-là, ça veut dire qu'on est efficient. Donc déjà, on voit la catastrophe. On voit ici la catastrophe, c'est que, eh bien, comparé aux États-Unis, c'est très comparable, hein, finalement, parce il y a une population, il y a 500 millions d'habitants en Union européenne, il y en a plus de 350 millions, peut-être 400 aux États-Unis. Donc finalement, c'est des zones qui sont à peu près comparables en termes de population. Et, mais ce qui est très drôle, en fait, si on peut dire, on voit par exemple que où est-ce que ça a augmenté le plus? Eh ben, c'est tout ce qui est retail, ça veut dire tout ce qui est la revente, voilà. Donc par exemple les hypermarchés, etc. Donc là, ça va, mais ça, c'est que de la consommation. Mais ce qui est génial, c'est de cette ligne-là, quoi. C'est de cette ligne-là. Donc on voit que euh, le, la moyenne annuelle de productivité administrative et support, pardon, public administration, voilà, public administration, c'est là. Alors ça paraît pas gros comme ça, mais il faut voir que c'est sur toute l'Union européenne, donc c'est quelque chose d'assez monstrueux en fait. Et où est-ce que l'Union européenne
est bien meilleur que les États-Unis, eh ben, tout simplement dans ses administrations publiques. Donc, ce qui coûte beaucoup d'argent, en fait, toute la paperasse, et on va voir qu'il le sait. On va voir, hein, je veux dire, tout est écrit en fait, hein. Alors, les gens lisent pas ça, je comprends, mais si vous voulez, à un moment donné, il faut bien comprendre pourquoi vous perdez votre emploi, pourquoi vous avez moins à manger, pourquoi vous avez pourquoi il y a moins de logements, pourquoi il y a moins de, moins de tout, quoi. Bah, déjà, voilà une explication, c'est que votre argent, il passe dans toute la paperasserie administrative et on en est fier. Ouais, bon, là, on a Other Service, hein. Bon, peut-être on peut compter là-dedans le tourisme, hein, parce que quand même. Et puis la construction, bah ouais, c'est la seule chose qui peut pas être déplacée. Donc la construction, effectivement. Alors, donc, alors, là, on parle de l'innovation digitale. Je vous fais remarquer qu'ils emploient le mot correct, hein, parce que c'est digital. Numérique, ça n'a jamais existé. Numérique, on prend c'est un nombre. Donc nombre, vous avez l'ensemble des nombres réels qui n'est pas du tout lié à l'informatique. Le digital, oui, parce que c'est 1, 0, c'est des chiffres. Donc, alors que certains secteurs digitaux sont déjà perdus, donc voilà ce que c'est l'Europe, hein. Il y a des secteurs de la high-tech, en fait, qui sont des secteurs essentiels, mais voilà, c'est perdu. Donc à ce moment-là, ils veulent rediriger, disons, l'activité vers des secteurs qui sont, entre guillemets, des secteurs du futur. Mais seulement, ils n'ont pas l'air de comprendre que l'IA, par exemple, hein, puisque l'IA, ça revient souvent, puisque c'est à la mode, donc c'est très politique. L'IA, si vous voulez faire fonctionner l'IA, il faut une infrastructure informatique derrière. Il faut une infrastructure aussi de production d'électricité. Et puis aussi, il faut des gens pour concevoir ces trucs-là. Donc, euh, si c'est déjà perdu, en fait, tout est perdu. Ça veut dire qu'il faut reconstruire une industrie de la tech de A à Z et pas simplement de Y à Z. Bien que la technologie soit cruciale pour protéger le modèle social européen, bah ouais, ça marche tellement bien. Euh, L'intelligence artificielle peut aussi comment dire, undermine, peut l'affaiblir sans un, comment dire, sans without a strong focus on the skill, en gros, sans un effort de formation. Donc on voit quelque part euh, qu'il faut effectivement former les gens à l'intelligence artificielle, mais c'est assez marrant parce que finalement, ils parlent de l'intelligence artificielle parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle dans la tech. Euh, donc voilà, ils parlent de l'apprentissage et tout ça sur l'intelligence artificielle. Et il dit que ça peut avoir des impacts négatifs sur l'inclusion sociale. Donc ça, on se demande ce que ça veut dire. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose que j'ai vraiment noté dans ce rapport, c'est un truc qui est absolument absent. On verra ça par la suite. Ah bah voilà, c'est là. C'est assez amusant parce que c'est un rapport qui fait 70 pages. Bon, Draghi, c'est vraiment... d'abord, je suis persuadé qu'il ne l'a pas écrit tout seul, hein, parce que quelque part, pour récolter toutes ces informations. Mais ce qui est marrant, c'est que on retrouve peut-être deux fois le mot migration. Voilà, voilà. Positive net inward migration does not compensate for déclin de la population de l'Union européenne. Ça veut dire en fait quelque part, là il y a une petite phrase sur les migrations, hein,
nulle part dans le document, c'est ça qui est important, nulle part dans le document, on retrouve ne serait-ce qu'un paragraphe sur l'immigration pour dire c'est bien ou c'est mal, hein, je veux dire, euh, nulle part. Donc c'est un sujet qui a été littéralement escamoté du rapport, parce que quand on parle de la future compétitivité européenne, quelque part, on doit parler de l'immigration et de l'immigration, des deux. Sinon, on manque un truc. Et visiblement, ce sujet-là, il a été escamoté. Ils ont pas voulu en parler, tout simplement pour faire adopter quelque part ce rapport. Parce que sinon, ça serait pas politiquement correct. Enfin, ce qui aurait marqué, ce qui aurait dans le rapport, il y aurait une levée de bouclier sur le sujet. Donc, ça, c'est très important. Mais il a quand même pas pu s'empêcher de dire que eh bien, l'immigration, c'était nécessaire quelque part pour repeupler l'Union européenne. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça aussi, alors ça c'est une phrase, ça fait partie en fait des aveux d'échec de l'Union européenne. Et je vais dire quelque part, je comprends pas, peut-être que les gens qui ont voté non au traité de Maastricht, les hommes politiques en tout cas, fassent pas plus de bruit sur ce type de sujet. Parce que les arguments sont tous là. Euh, Là, qu'est-ce qu'on voit en anglais? Le manque d'un vrai marché unique. Je vous signale quand même que une des raisons pour lesquelles s'est construite, enfin même la raison principale pour laquelle s'est construite l'Union européenne, c'est justement le marché unique. Et le marché unique, ça date pas de 2005, ça date de 40 ou 50 ans avant 2024. Donc, par cette petite phrase, il explique que en fait, on n'a pas vraiment un marché unique. Et c'est vrai. Je veux dire, si vous restez en France, ou voilà, si vous restez en France ou dans votre pays, je pense aux Belges, Luxembourgeois, Suisses qui pourraient écouter cette vidéo, si vous restez dans votre pays, vous en apercevez pas. Mais quand vous commencez à vous balader en Europe, et vous voulez par exemple habiter en Europe, il n'y a pas de liberté de circulation. C'est absolument faux, c'est pas vrai. Parce que quand vous voulez aller quelque part, vous avez tout un tas d'obligations qui fait que il n'y a pas une libre circulation. Si vous voulez aller de Paris à Marseille, à Lyon, à Nantes, voilà, vous déménagez, tout ça, il y a pas de problème, ça se fait de manière automatique. Quand vous allez d'un pays à un autre dans l'Union européenne, vous avez des tas comment dire, de contraintes, sécurité sociale, enregistrement, etc., qui fait que c'est pas vrai. Vous n'avez pas du tout un vrai déplacement. Les seuls gens qui peuvent se déplacer dans l'Union européenne, ce sont les illégaux, parce que il y a un laisser-faire qui est complet, et donc les gens qui sont corrects et qui respectent la loi ne peuvent pas se déplacer librement. Vous n'avez pas la possibilité de vous installer où vous le souhaitez. Il y a des conditions, alors que les gens qui respectent pas les règles, eux, peuvent le faire. C'est profondément injuste. Et donc, cette histoire de libre circulation et de marché unique, c'est marqué là par quelqu'un qui a dirigé cet organisme. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, avec la domination des Américains, des fournisseurs américains, l'Union européenne doit trouver un moyen de mieux faire la promotion de son industrie informatique. Bon, je vais passer sur les détails techniques, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je trouve ça, c'est très comique quand on voit qu'actuellement vous avez le CIO de Telegram qui a été arrêté à son arrivée en France, euh, principalement pour des problématiques en fait de modération sur ces réseaux sociaux et sur les moyens de communication. Mais c'est une farce. Je veux dire, qui, qui veut mettre ensuite ces données dans un ensemble de pays
dont, ne serait-ce que l'information est contrôlée à ce point-là. Il y a de la censure, il y a ce qu'on appelle la modération, c'est la censure. Je veux dire, comme ça existait depuis des siècles de manière très officielle, sauf que la différence, c'est que maintenant, on ne dit plus qu'il y a un numéro de censure comme ça existait avant, mais ça existe de cette manière-là. Et si les gens n'appliquent pas la censure, eh ben voilà, ils sont mis en prison. Il y a pas de... Comment voulez-vous... je voudrais quand même rappeler l'informatique, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être pour ceux qui sont trop jeunes, mais l'informatique que nous avons actuellement, c'est une l'informatique de d'arrière-grand-papa, parce que maintenant le temps commence à passer. L'informatique d'arrière-grand-papa, c'était quoi? Si vous voulez, euh, pour prendre une comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui, ça correspond à peu près au cloud, hein. C'est-à-dire que vous aviez des grands systèmes, IBM était omniprésent partout à l'époque, et vous aviez une centralisation des systèmes informatiques. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que d'avoir des réseaux qui pouvaient communiquer entre eux de manière indépendante et passer, par exemple, je sais pas moi, de l'Asie à l'Afrique de manière directe, vous imaginez, eh bien là, il fallait par exemple remonter aux États-Unis, donc de l'Asie vers les États-Unis et des États-Unis vers l'Afrique, par exemple, hein. C'est pour vous donner un petit exemple. Donc, si vous voulez, on est passé d'un mode centralisé vers un mode décentralisé. L'origine de ça, c'est les années 70. Toutes les années 70, c'est la période où le mastodonte IBM, qui a failli d'ailleurs disparaître dans début des années 90, eh ben, en fait, s'est fait tailler des croupières par l'arrivée des microprocesseurs, des micro-ordinateurs. Ces micro-ordinateurs ont grandi et maintenant, ce sont les ordinateurs, les smartphones, les serveurs, etc. Et toute cette technologie vient de là. Et si vous voulez, la philosophie derrière ça, c'est une philosophie de liberté. C'est pas pour rien, c'est la Silicon Valley. Vous voyez, bon, ensuite, je veux pas juger, mais si vous voulez, c'est un peu tout le mode woke qu'on a maintenant. C'est les hippies à l'époque, c'est la liberté, le fait de pouvoir communiquer librement. En France, on ne pouvait pas communiquer librement avant l'arrivée d'Internet. Il fallait passer nécessairement, vous deviez vous enregistrer auprès des journaux, auprès des médias, hein, les mainstream, hein, c'est ceux qui maintenant font, comment dire, euh, les médias mainstream qui contrôlent toute l'information et qui disent ce qui doit être vrai et ce qui doit être faux, en fait, à l'époque, avaient réussi à bâillonner la liberté de communication pour que ça passe nécessairement par eux, hein. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, si vous vouliez créer votre propre site web, www.monsiteweb.com ou .fr ou tout ce que vous voulez, eh bien, à ce moment-là, vous deviez absolument passer un, par un journal, hein. Si vous prenez un pays comme la Suisse, justement, ils mettent en avance leur spécificité au niveau de la protection des données individuelles, justement pour pouvoir attirer les gens sur leur informatique. Et comme de nos jours, eh bien, l'informatique, on le voit avec les GAFAM, c'est fondamental, c'est prioritaire dans l'économie mondiale, eh ben, ils ont beaucoup plus de chances que les pays de l'Union européenne de pouvoir attirer en fait tout ce business. Donc ça, c'est très très important de bien comprendre qu'il y a beaucoup de régulations qui sont placées, par exemple, sur l'intelligence artificielle, sur tout un tas de trucs de manière complètement soviétique, en fait, de manière complètement idéologique. Et donc, ça va chasser toutes les entreprises de la tech. Comment voulez-vous que des gens viennent investir en France ou en Europe, hein, d'ailleurs c'est pareil, comment voulez-vous que les entreprises viennent investir si, ou même restent pour créer de la richesse, si quelque part il y a le risque à un moment donné eh ben, de se faire jeter en prison pour finalement ne pas appliquer des principes de censure. Je veux dire, quelque part,
les gens vont aller créer des entreprises ailleurs, mais ça devient trop risqué. Déjà, c'était compliqué au niveau administratif, etc. Mais, mais là, ça devient quand même très grave. Et pourquoi c'est grave en fait? Parce que ça peut toucher n'importe quel dirigeant de la tech, n'importe quel CEO de la tech en fait peut tomber sous ce genre de truc-là. Et il se trouve que c'est Telegram qui a été arrêté, mais en fait, dans la tech, il y a besoin par exemple de chiffrer ces données, c'est absolument vital pour éviter de se faire pirater par des groupes de pirates, etc. Vous avez nécessairement besoin de chiffrer les communications. Vous pouvez pas vous permettre de les modérer, c'est pas possible, ou alors il faut que ça soit fait dans des pays à bas coût, et donc à ce moment-là, vous avez le risque que vos données qui sont vitales, eh ben, elles soient transmises à droite à gauche. Ça pose d'ailleurs des questions sur ceux qui font les modérations, pas sur ceux qui la font pas. Justement à cause de ça, donc ça c'est très très important. Euh, c'est le genre de signal. C'est pareil avec le Brésil. Bon, bah, c'est pas l'Union européenne, mais le Brésil qui tout d'un coup comme ça décide de couper Twitter. Je veux dire, c'est des choses qui font que eh bien, les technologies peuvent pas s'implanter. Comme les technologies, c'est le support du business en 2024, c'est vraiment le système nerveux du business, bon, bah, c'est évident qu'on se dirige vers des pays qui vont passer dans le sous-développement, quoi. Voilà, je veux dire, faire peur aux gens, c'est pas une bonne idée, quoi. Et encore une fois, ceux qui sont pas arrêtés, bah, peut-être vous pouvez vous poser la question de savoir ce qu'ils font avec vos données. Ensuite, alors là, on va parler après des grosses dépenses, hein. Mais là, on voit par exemple, les investissements de l'Union européenne ont amené des résultats de pauvres résultats. Donc il y a 64 milliards, pardon, 64 000 milliards ont été dépensés dans, en gros, la formation. Mais c'est un échec. Voilà. Donc, le budget de l'Union européenne, qui est consacré en fait aux investissements dans les skills, hein, ça veut dire c'est tout ce qui concerne le savoir-faire, eh bien c'est 64 milliards, milliards d'euros. 64 milliards d'euros. Et c'est un échec. On, on croirait les Mozart de la finance. Alors, voilà, ça c'est le chiffre dont tout le monde parle et dont il faut parler parce que évidemment c'est le chiffre important. Donc, pour financer tout ce que prévoit le rapport, ensuite peut-être on va aller voir d'autres choses un peu plus détaillées. Mais déjà, l'aspect finance qui est le plus important. Donc, pour accomplir ces objectifs, il faut, alors accrochez-vous bien à votre chaise, parce que quand vous allez comprendre, vous allez avoir mal. Je sais pas où, mais vous allez avoir mal. Donc, pour respecter les objectifs, il faut un minimum, alors accrochez-vous bien, un minimum d'investissement additionnel, ça veut dire en plus, annuel, annuel de roulement de tambour, à peu près 800 milliards. C'est dont on a besoin. Ça lui fait la manche. Et ça doit correspondre à à un PIB de voilà, 4,7% en 2023. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. 800 milliards d'euros par an en plus du budget existant.
Et moi, je voudrais quand même vous dire que c'est quand même inquiétant, c'est-à-dire dans le paragraphe où on vous dit qu'il y a besoin de 800, euh, de 800 milliards par an, on vous dit que les ménages européens en épargne, ils ont 1390 milliards d'euros. Donc, quelque part, on met en ligne les dépenses. Là, c'est plus pharaonique, c'est galactique. Les dépenses, les dépenses galactiques, on devrait leur interdire les substances dangereuses, quoi. Et, donc l'épargne des Européens. Moi, je pense que quand on voit ces deux termes dans un même paragraphe, faut vraiment commencer à s'inquiéter parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, cette somme-là, en fait, c'est à peu près, si vous voulez, à peu près, hein, à 200 milliards près, mais je pense qu'on n'en est plus là. C'est à peu près la somme que les Mozart de la finance en France ont jeté par les fenêtres de 2012, parce qu'il faut compter de 2012 hein, à 2024. C'est-à-dire en 12 ans, c'est l'argent qu'ils ont mis par les fenêtres. Et là, ils veulent dépenser cet argent chaque année en plus sur l'Union européenne. Mais eh bien, ce qu'on oublie de dire, c'est il va falloir payer quelque part. Où est-ce qu'ils vont prendre cet argent? Et donc, on voit quelque part il lorgne sur l'épargne des Européens. On voit actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement avec le budget de la France? Parce qu'il faut quand même être clair. La- faut répéter ça, faut vraiment répéter. Les macronistes, les Mozart de la finance, sont des gens de gauche. C'est un marqueur de gauche. Des gens de droite n'auraient jamais dépensé de l'argent de cette manière-là. Je veux dire, on va me dire, oui, mais Giscard a aussi dépensé beaucoup et il était de droite. Non, 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 il n'est pas de droite. Il fait aussi partie de la bande des Mozart de la finance, sauf qu'à l'époque, c'était les accordéonistes de la finance. Là, en fait, on a en 2023 un budget avec un déficit de 5,5%. On a en 2024 un budget prévu à 5,6, je crois. Avant 2023, 5,5, 2024, 5,6. Et alors qu'on devrait avoir normalement un budget en baisse, puisque un déficit en baisse, puisque bah, normalement il y a eu moins de dépenses, la crise est passée par là, donc quelque part on aurait dû faire des économies, se restreindre, enfin vivre avec les moyens qu'on a. Non, le budget 2025 est prévu à 6,2% de déficit. Donc ça veut dire quoi? Le déficit, il est carrément plus contrôlé du tout. Il n'y a plus de contrôle. Le truc, il part complètement à la dérive. Et à un moment donné, tout ce déficit, ça va... euh, moi, je ne suis pas d'accord avec les économistes qui disent que c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer la facture. Mais c'est pas vrai. C'est juste nous qui allons payer la facture. Bien entendu, c'est nous qui allons payer la facture parce que c'est l'argent qui a été dépensé par les Mozart de la finance, bah, il faut bien le rembourser quelque part. Donc ça veut dire plus d'impôts, plus de taxes, moins de d'argent qui va dans l'économie. Donc ça veut dire moins de trésorerie pour les entreprises, plus de chômage. C'est ça que ça veut dire. Et pour les gens qui ont moins d'argent, pas pour les plus riches. Les plus riches, ça fait longtemps qu'ils sont loin. Donc là, ce que propose en fait, ce qu'il propose, c'est juste d'alourdir de manière galactique le budget de l'Union européenne. Mais il faut comprendre que ça a plusieurs implications. La première implication, déjà la plus évidente, ben, ça veut dire que les Européens, de manière générale, ils vont devoir donner plus d'argent à ce truc, cette usine à gaz qu'est l'Europe.
et pour faire de la fumée, ouais, c'est un peu l'idée. Ça veut dire qu'il va falloir que les Européens, en fait, la part d'impôt qui va être payée doit être augmentée, évidemment, pour pouvoir alimenter ce truc-là. Et si c'est pas les impôts, bah, quelque part, c'est l'épargne qui va servir à alimenter ce truc-là. Donc ça, c'est vraiment un très gros problème. Mais c'est pas le problème, c'est pas, si vous voulez, c'est pas le seul problème, parce que déjà, ça, c'est inquiétant en soi. Le deuxième truc, c'est que quelque part, plus vous donnez d'argent à un organisme, plus vous renforcez son pouvoir. Ce qui se passe là, avec cette idée-là, c'est juste parce qu'on dit, oui, c'est pour le développement. Bah, comment on sait comment l'argent va être utilisé? On a déjà, c'est déjà sombre, comment dire, c'est même pas sombre, c'est opaque le financement de l'Union européenne, on ne sait pas ce qui s'y passe. Quand il y a des demandes d'information, elles sont rejetées, c'est complètement opaque, et il faudrait comme ça donner chaque année à peu près 800 milliards d'euros à quelque chose d'opaque qui est devenu ingérable, incontrôlable. C'est un truc de fou. Parce que on va me dire oui, mais c'est pas pour eux. En fait, ça va être pour réinvestir. Oui, mais ils vont en avoir le contrôle de cet argent-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand l'argent va passer par leurs mains, en fait, c'est eux qui vont décider à qui ils vont le donner. Alors, par l'intermédiaire d'organismes, etc., bien entendu, ou par des facilités, mais quelque part, ils vont orienter tout cet argent-là. Hein. Euh, donc, ça veut dire en fait, ils vont acquérir encore beaucoup plus de pouvoir. Ils vont pouvoir mettre la main encore plus sur le truc. Donc, il n'y a pas la liberté qui avait été promise. Il n'y a pas la liberté qui avait été promise. Il y a de moins en moins de liberté en Europe. Entre la censure, la paperasse administrative, on va voir. Hein, il le reconnaît en plus. On va voir, c'est écrit dans le document. Donc, c'est pour ça. Je vous fais ce truc, c'est peut-être long à écouter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bah, bon, c'est en anglais, mais à un moment donné, il faut quand même se soucier. Donc, une des. Ça, c'est. On en est là. On a un jeu de pouvoir. C'est-à-dire qu'on parle là d'investissement, histoire de dire, bon, on va améliorer les choses, parce qu'en fait, c'est ça ce qui se cache derrière le truc. C'est on dit, voilà, on va dépenser plus d'argent pour améliorer les choses en Europe. Mais en fait, la vraie réalité, c'est que c'est juste des gens qui veulent plus de pouvoir par ce moyen-là. Euh, la raison principale, c'est une moindre efficience de la finance en Europe. Voilà. Et que les, les marchés des capitaux est fragmenté. Mais quelque part, euh, il y a donc tout un tas d'idées sur le sujet. Hein. Donc ça veut dire quelque part, on est en train de dire que finalement, ce qui a échoué pendant des dizaines d'années, bah, finalement, c'est parce qu'il n'y avait pas assez, il y avait pas assez d'Europe. Voilà un truc qui est particulièrement dangereux. Un pas minimum serait euh, de compléter l'union bancaire. Donc créer une juridiction séparée pour les banques européennes, voilà, qui ne devraient pas regarder les pays du point de vue de la régulation et du management des crises. En fait, ça veut dire que la BCE, à ce moment-là, elle aurait le contrôle complet sur les banques européennes. Hein. Ça veut dire que vos banques, là, elles seraient plus quelque part sous le contrôle de l'État français, par exemple, mais elles passeraient sous le contrôle de la banque de la BCE. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et c'est un pas minimum. Donc on voit qu'on passe d'un truc d'investissement finalement à un truc d'organisation de l'Union européenne. Et on va voir que c'est pour en avoir de plus en plus. Donc
on voit par exemple qu'ils veulent, quand je parle de la dette, hein, pour issue command debt, ça veut dire pour, euh, pour faire, pour faire de la dette pour faire des instruments, des nouveaux instruments de dette et pour pouvoir les proposer, et ben à ce moment-là, il faut accroître la compétitivité de l'Union européenne et la sécurité. Donc ça veut dire que vous avez tout un tas de mesures, voilà. Et on arrive à ces mesures. Donc c'est par exemple, euh, l'Europe ne réussira pas sans parallèlement changer les institutions et le fonctionnement de l'UE. Donc là, on y est, hein, on y est. C'est-à-dire que au final, on commence à partir, on vous jette à la figure des chiffres très importants, on vous fait miroiter éventuellement une éventuelle avancée, mais quelque part, il faut encore plus d'Europe. Donc ça veut dire quelque part, voilà, multiple veto player can delay or dilute action. Donc ça, c'est très très important. Peut-être cette phrase même, elle est la plus importante de tout le rapport, au-delà des 800 milliards par an, etc. Quelque part, ils sont en train d'essayer de vouloir remettre en cause, par exemple, le fait que le veto empêche certaines prises de décision. Donc ça, c'est une remise en cause de ce pourquoi vous avez voté dans les différents traités, parce qu'il y avait dans les traités cette partie-là. Donc on est en train, sous couvert de soi-disant améliorer les choses, en fait, de dire, ben voilà, il faut remettre en cause les règles européennes sur lesquelles tous les gens ont voté et il faut plus de veto. Donc ce qui nous avait sauvé d'un certain nombre de catastrophes grâce au veto de certains pays, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler, et ben finalement, grâce en pointant du doigt le veto, eh bien, ils sont en train de remettre en cause ça, et à ce moment-là, il y aurait par exemple la possibilité pour l'Union européenne, on a vu qu'ils ne se sont pas gênés pour faire pression sur certains pays, en leur disant qu'ils n'allaient pas leur accorder l'argent qui leur était dû. Et donc comme ça, on aurait une commission européenne en fait qui pourrait en fait contrôler les pays, de nombreux pays en fait, de manière à faire adopter les règles qu'ils veulent, parce que il n'y aurait pas la possibilité d'avoir un veto. Donc c'est quelque chose de particulièrement grave et de particulièrement important. Il n'y a pas la liberté, il n'y a pas le respect il n'y a pas le respect des, des décisions du peuple, il n'y a pas de démocratie, puisque c'est pas des gens élus, je veux dire, c'est juste une usine à gaz qui a été montée de je sais pas où. Il y a un non-respect de la démocratie, puisqu'on l'a bien vu avec le nom qui a été fait en France, mais qui a été fait aussi aux Pays-Bas. Donc je veux dire, il n'y a pas qu'un pays, mine de rien, qui s'est prononcé contre le traité de Maastricht. Donc on voit bien là où on en est, c'est-à-dire que voilà, c'est marqué en gros, hein, on veut renforcer l'Union européenne et changer les règles surtout, c'est ça qui est grave, changer les règles. Voilà, donc, les sujets à la majorité qualifiée devraient être étendus à plus de sujets. Quelque part, c'est vraiment la remise en cause, hein, c'est la remise en cause du fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire que si vous voulez, on est parti de l'affichage d'un plan d'amélioration de l'économie quelque part à à quelque chose qui veut vraiment reprendre en main et agrandir le pouvoir d'une usine à gaz absolument pas démocratique du tout. Moi, j'ai jamais voté pour des gens comme ça et personne d'entre vous n'a voté pour ces gens-là. C'est des gens qui sont nommés, qui sont... y a beaucoup aussi de lobbying, de choses comme ça. On sait pas d'où, on sait pas ce qu'ils font.
c'est protégé par le secret, on l'a bien vu lors de différentes affaires. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont. Et ils prennent des décisions sur des montants monstrueux et ils vous engagent personnellement. Parce qu'à un moment donné, c'est pas eux qui vont payer la note, hein. Ça se voit avec les Mozart de la finance. Ils laissent la facture et après ils disent oh, on va contrôler le nouveau gouvernement. C'est-à-dire les gars, ils viennent de laisser une facture monstrueuse à la France. Ils ont rajouté 1000 milliards d'euros de dettes et maintenant ils disent on va contrôler le gouvernement. Ils ont appauvri les Français, hein, ils ont. Voilà. Alors, un autre sujet qui est important aussi, parce que ça pose vraiment question. Donc, preserving social inclusion, ça c'est le fameux terme woke, hein. Social inclusion. Euh, alors, donc, The European Welfare, donc le social en gros, euh, doit donner des services publics forts, une protection sociale, du logement, je veux dire, du transport, de la childcare, c'est de l'éducation, etc. pour les enfants, pendant cette transition. Alors déjà, on peut remarquer que ça marche pas, c'est une dette monstrueuse, mais il faut absolument renforcer les prérogatives de l'Union européenne sur ces sujets-là. Et en tout cas des États, parce qu'en France, bon, voilà. Durant cette transition, ça c'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre parce que, je veux dire, quelque part, euh, c'est un passage inquiétant. C'est un passage qui est très inquiétant parce que on a la protection sociale euh, qui doit donc quelque part, on imagine, soit elle doit reprendre en main en fait les services publics, la protection sociale, le logement, les transports. Donc ça, quelque part, ça veut dire que l'Union européenne devrait maintenant récupérer les services publics. Pourquoi pas une administration qui dépend non plus de Paris, par exemple pour la France, mais qui dépendrait de Bruxelles. La protection sociale, qui serait une protection sociale de type européen, donc pareil pour les retraites, hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut une harmonisation des retraites en France, hein, peut-être pour pouvoir ensuite plus facilement reverser ça sur un modèle européen avec une retraite à l'âge de 67 ans, entre parenthèses. Le logement, ça c'est bizarre, mais pourquoi pas. Les transports, donc vous voyez, en fait voilà, ils veulent mettre la main sur tous ces trucs-là. Euh, et dans la phase de transition, donc ça veut dire qu'ils estiment que donc cette dépense de 800 milliards par an, en fait, ça va correspondre à une phase de transition dans lequel ça va être particulièrement difficile. Donc ça veut dire quelque part, on va pomper l'argent et il va falloir le redistribuer. Alors, est-ce que c'est ce que l'on a parlé de revenu universel ou ce genre de choses-là? Euh, voilà, c'est quelque chose de d'assez inquiétant. Je me demande vraiment ce que fait cette phrase là-dedans, hein, parce qu'il faut vraiment aller durant cette transition. Normalement, la transition, elle doit aller du pire, si on se met dans leur psychologie, vers le mieux. Donc pourquoi il y aurait besoin spécialement de ça? Si ça va pas plus mal en fait. Ou alors ça veut dire qu'ils anticipent dans pas longtemps vraiment une crise très très grave et qu'ils comprennent qu'il va falloir lâcher beaucoup d'argent parce que tout ça, ça va être mis à très rude épreuve, hein. Et que en fait tout ça c'est juste un habillage. Donc ça c'est une question vraiment très importante aussi. Euh,
l'aveu d'échec de l'Union européenne se lie pratiquement à tous les chapitres. Je veux dire, le fardeau des régulations sur les compagnies européennes est élevé et continue de croître. Donc là, on vous dit, on vous dit qu'on va faire des choses, mais d'un autre côté, on assume euh, que l'Union européenne, en fait, ne fait que générer une paperasse qui écrase les entreprises. C'est eux-mêmes qui le marquent. Je veux dire, c'est eux-mêmes qui expliquent ça dans leurs documents. The regulatory burden on European companies is high and continue to grow. Voilà. Et donc, c'est quand même hallucinant. Tout le monde le sait. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, si vous êtes croulé sous la paperasse dans vos entreprises, comprenez pas pourquoi vous êtes obligé de perdre des heures au lieu de faire augmenter votre trésorerie, au lieu d'avoir des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Si vous comprenez pas pourquoi vous devez remplir des papiers pas possibles, ou dans d'autres domaines, hein, eh ben en fait, c'est juste marqué là, et ils le savent. Vous vous dites que bon, peut-être que c'est trop compliqué, machin. Non, 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 ils le savent, et c'est marqué là. Donc ils ont mis en place un truc ingérable, ils le savent, mais ils font rien. Donc voilà, l'Union européenne doit couper par 25% les obligations de reporting, etc. Et de 50% pour les petites et moyennes entreprises. Donc ils le savent, ils font rien. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi l'État est si compliqué. Ben moi, je vais vous expliquer pourquoi l'État c'est si compliqué. Parce que quelque part, et on se dit, au lieu d'enlever des régulations, au lieu d'enlever des obligations, en fait, on met des exceptions. Donc en fait, on rend les trucs encore plus compliqués. Il y a tout un tas de mécanismes qui conduisent à ça. D'abord, une bonne partie des gens qui fabriquent ces régulations sont des gens qui, dans le privé, peuvent être par exemple des avocats d'affaires. Donc eux, c'est leur intérêt. J'ai déjà rencontré des avocats d'affaires ou des futurs avocats d'affaires qui étaient dans des comment dire, plus ou moins dans le public, etc., qui m'ont confié off the record, si j'ose dire, que bah, de toute façon, plus c'était compliqué, mieux c'était pour eux, parce que plus ils avaient de boulot par la suite. Donc voilà, donc ça c'est une des raisons. La deuxième raison, bah, c'est que quand vous mettez au point tout un tas de paperasses administratives, vous justifiez l'emploi des gens dans les administrations qui vont être là pour contrôler, je veux dire, à partir du... ou pour mettre ça en œuvre. Donc vous leur fournissez du travail. Vous augmentez comme ça votre pouvoir et le nombre de gens qui vous sont redevables. Donc c'est ça. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle les choses sont complexifiées et non pas simplifiées. Parce que si elles étaient simplifiées, ça vous enlève du pouvoir. Donc vous avez besoin de moins d'argent, vous avez besoin de moins d'employés, voilà, etc. Donc on est dans ce genre de situation. Et là, on est un peu dans le même dans le même genre d'esprit. C'est, c'est un peu comme les aides. Les aides, euh, elles sont... quand vous montez un business, il faut absolument pas aller chercher les aides. Il faut monter votre business. Si votre business marche pas sans les aides, faut pas aller plus loin. C'est que ça marchera pas. Les aides sont là juste pour faire bosser ceux qui distribuent les aides. Et puis pour donner aussi un alibi voilà, au fait que ça soit tellement compliqué de faire du business. Mais voilà. Voilà. Et on le voit là, par exemple, l'UE doit autoriser les outils d'intelligence artificielle, hein, tout ça, de manière à réduire le coût des entreprises, de manière à réduire le coût de la, comment dire, de la compliance, ça veut dire de la régulation
et du fardeau administratif, on va dire, des coûts pour les petites entreprises. Donc on ne dit pas qu'on va simplifier les choses, on dit qu'on va permettre l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle de manière à pouvoir remplir leur kilomètre de paperasse. Ouais, ces mesures doivent inclure une harmonisation du reporting, euh, et centraliser, utiliser une interface. Voilà, on parle pas de simplification là, on parle de rajouter encore des trucs, mais surtout pas de diminuer en fait la taille de cette usine à gaz. Donc, donc voilà un peu le. Donc ça, hein, during this transition, ça c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Je ne sais pas ce que ça cache, mais vous comprenez que quelque part, il faut faire très très attention, hein, euh, quand vous lisez un article. euh, bon, bah voilà. Et donc, voilà, mobiliser l'épargne des Européens, hein, quelque part, c'est quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire de quelle manière on va mobiliser l'épargne des Européens. Ça va se faire par la contrainte ou ça va se faire de manière volontaire. Convaincre les frugaux de l'utilité d'un emprunt commun. En fait, ça aussi, c'est le truc, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que euh, les pays qui ont évité de faire du déficit, en fait, il faudrait que eux, ils fassent, en gros, comme les Mozart de la finance qui sont de gauche. Je le répète, il faut toujours le répéter, ces gens-là sont de gauche pour faire de la dette. Je veux dire, la dette est devenue incontrôlable en France et on propose de faire ça au niveau européen. Mais c'est juste un truc de fou, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Voilà, bah la vidéo est assez longue, hein. Voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.